Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'échange et de débat et de réflexion sur la transformation numérique des entreprises. En économie, on appelle cela un momentum. Autrement dit, c'est un moment unique pour pousser la digitalisation des entreprises. Ce webinaire est la déclinaison locale de la journée France Num nationale qui s'est tenue le 2 octobre 2020 sous le haut patronage du ministre chargé des PME, Alain Griset. Donc, on ne reviendra pas sur le programme. Vous pouvez trouver la rediffusion de la journée nationale sur YouTube et sur la chaîne France Num. Donc, rapidement, je vais vous présenter rapidement France Num, puisque la plupart des personnes qui sont connectées aujourd'hui sont des activateurs, donc qui sont inscrits sur la plateforme francenum.gouv.fr. Donc, France Num a été mis en place fin 2018 par Mounir Majoubi à la suite des travaux du Conseil national du numérique. C'est avant tout, France Num, c'est une marque fédératrice qui vise à fédérer un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire 1900 acteurs sur le plan national. C'est aussi France Num, un label qui labellise des événements qui ont lieu sur les territoires sur la digitalisation des entreprises, mais c'est aussi et surtout une plateforme, donc francenum.gouv.fr, qui est une plateforme d'intelligence collective où les chefs d'entreprise peuvent à la fois visionner des témoignages d'entreprises qui ont déjà procédé à leur transformation numérique, mais aussi identifier sur le territoire un conseiller. Donc, parmi les conseillers, on a à la fois les conseillers, les consulaires, les CCI, CMA, les personnes du conseil régional. D'ailleurs, France Num est un dispositif copiloté État-région et mon binôme à la région est Alexandre Desrousseaux, à qui je vais laisser la parole. Merci Fatima, bonjour à tous. Donc je suis Alexandre Desrousseaux de la mission transition numérique de la région Hauts-de-France. En effet, en charge notamment des sujets de transition digitale des entreprises, en binôme avec un collègue à l'action économique qui malheureusement est pris par les actualités et ne sera pas présent avec nous malheureusement ce matin, je le représenterai. Je voulais juste dire en propos liminaire, eh bien, le plaisir que j'ai de répondre à la main tendue que nous a fait l'État, qui organise cette manifestation, cet événement en ligne ce matin. Et donc, je suis ravi de pouvoir poursuivre ce travail ensemble que nous avons notamment mené dans certains territoires. Certains nous ont vu passer lors d'une tournée des services publics de l'emploi locaux avec les sous-préfets. On est très attaché à la dimension territoriale de tous ces sujets. Donc voilà, juste dire le côté réjouissant pour nous de pouvoir avoir tout le monde en synergie en Hauts-de-France autour de cet enjeu majeur que malheureusement le Covid a durement souligné et pour lequel on se mobilise collectivement. Voilà, c'est tout. Merci Fatima. Merci Alexandre. Donc, nous avons choisi d'orienter nos réflexions sur la transformation des entreprises, les méthodes, les outils et les acteurs. Donc, ce thème s'intègre dans les actions menées conjointement avec la région depuis 1 an sur la territorialisation de la relation formation-emploi dans le domaine du numérique. Donc, rapidement sur le programme, ensuite, je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous présenter le panorama des aides côté région sur la transformation numérique des entreprises. Je reprendrai la parole pour vous parler rapidement de France Relance et de ce qui est prévu sur la digitalisation. Lorsque Alexandre et moi sommes allés acculturer les acteurs locaux sur le territoire, nous nous sommes très vite aperçus que le principal frein du chef d'entreprise pour procéder à sa transformation numérique et d'identifier les besoins en compétences. C'est la raison pour laquelle nous allons faire un focus très particulier sur l'identification des nouveaux besoins en compétences. Donc, à ce stade, le chef d'entreprise a 3 solutions qui sont envisageables. La première solution, c'est de former ses salariés. Là-dessus, c'est Aude Aubry de la CCI Grand Lille qui va nous présenter à la fois le dispositif DigiPilote, mais aussi l'étude qui est menée conjointement par l'État, la région et la CCI. La deuxième solution pour le chef d'entreprise est de recruter de nouveaux salariés. Pour recruter de nouveaux salariés, il faut aller chercher dans le vivier des nouveaux arrivants. Donc, c'est Anne-Laure Collat du réseau des Greta et Alexandre Desrousseaux qui vont nous dresser un panorama des formations régionales. La troisième solution pour les chefs d'entreprise est d'externaliser à des prestataires extérieurs. Là-dessus, c'est Alain Trenel qui va nous présenter la possibilité pour le chef d'entreprise d'avoir recours à un offreur de solutions. Alexandre, si tu le permets, je te laisse la parole sur le panorama des aides existantes côté région. Oui, permets-toi, je suis là pour ça.
Voilà, je laisse la technique magnifiquement préparer les choses et remonter à la première diapositive et non pas la dernière du diaporama, en disant bien que je suis là au nom du binôme constitué de Vincent Gorzac à la direction DPAEP, Action économique de la région et Mission Transition numérique. Merci. C'est vraiment voilà, c'est un biface aujourd'hui que le numérique et l'action économique en région qui portent ce sujet et qui le portent depuis le début du mandat, puisque ce sujet de transition numérique des entreprises a été inscrit dès le vote de la stratégie numérique de la région, la feuille de route numérique de la région à l'été 2016, de mémoire. Déjà, le temps passe. Et donc, on a constituer petit à petit un dispositif, une gamme d'aides qui s'accélère avec le Covid. Donc là, la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation des aides, on va dire, précédemment votées, déjà votées, stables, qui continueront d'exister après l'urgence. Et j'ai une diapositive un peu floue, je n'écrirai pas, je dirai ce que je sais des aides d'urgence qui sont encore là à l'instant en train de s'élaborer. Voilà. On est en direct live, comme on dit, dans les chaînes d'information en direct. Voilà, Transnum, c'est le nom du plan régional. Et vous avez vu un peu les coordonnées, le email générique. Juste pour dire que les diapos que je vais vous présenter sont extraites d'un guide des aides qui sera bientôt en ligne. Il y a une première version qui a circulé un peu à un moment donné, une version bêta, un POC, comme on dit, une preuve de concept. Là, il a été finalisé, il sera mis en ligne dans les heures à venir, et notamment sur la page www.hautefrance.fr/transnum, TRANS, NUM, même si là, aujourd'hui, j'ai vu qu'on avait une petite erreur 404 qui se pointait. Je pense que l'actualité nous rattrape aussi là-dessus. Quelques extraits. 2 aides pour commencer, INAC et INES. En gros, nous avons fait le constat au début du mandat qu'il y avait effectivement 4 freins, dont ceux que tu évoques, Fatima. Le premier frein, c'est d'abord de sensibiliser. Le deuxième frein, c'est d'accompagner le chef d'entreprise par quel bout je le prends. Le troisième frein, c'est j'ai pas l'argent pour, j'ai pas encore plus la trésorerie pour. Et le dernier, effectivement, qui est le talon d'Achille, c'est la question de trouver des compétences, alors qu'on a des problématiques d'emploi dans notre région, comme toutes les régions. Les emplois du numérique, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, sont en tension. Voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui l'aide qui est un peu devenue emblématique et phare, qui est INAC, mal nommé, investissement numérique artisan commerçant, mais ce n'est pas que pour les artisans commerçants, c'est toute TPE, de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, de moins de 20 salariés, c'est-à-dire incluant jusqu'à 19, est éligible à cette aide qui est à hauteur de 40% de subvention, vous avez quelques détails à l'écran, pour tout investissement numérique. Et vous verrez sur nos sites web, il y a la liste des dépenses éligibles. On pense bien sûr aux démarches de e-commerce, mais ça peut être aussi l'articulation d'un ERP, d'un CRM, des tablettes qui sont données à des commerciaux sur le terrain ou à des gens qui font de la maintenance et qui interpellent le serveur de l'entreprise pour en direct savoir le stock de pièces. Voilà, ça peut aussi être ça. Donc là, c'est cette aide INAC qui a évolué récemment. Elle était à 20% avant l'été, elle est désormais à 40%, et elle est désormais ouverte, et c'est ma diapositive suivante, aux entreprises, enfin aux structures de l'économie sociale et solidaire, et à toute association employeuse. Donc on a vraiment ouvert large. C'est une aide qui était méconnue jusqu'au printemps, et aujourd'hui, on a énormément de demandes d'aide qui nous arrivent. C'est de l'ordre de la dizaine par jour quasiment actuellement. Donc on est en vague production massive. C'est l'aide un peu phare, la plus sollicitée. En amont, il y a Booster TPE. Booster, c'est quoi? C'est 2 jours et demi de conseils dispensés soit par des agents numériques de la CCI, soit par les agents numériques de la CMA, agissant comme des tiers de confiance qui aident le chef d'entreprise, l'artisan, le commerçant, toute entreprise là encore de moins d'un salarié, à se poser un peu et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi? Faut-il que j'y aille ou pas? Par quel biais? Par quels outils? Mais quels sont les prestataires? N'y a-t-il pas des margoulins? Voilà, on se pose. Voilà. Alors, c'est un dispositif génial en termes de conseils, mais on va se le dire, effectivement, face à la vague actuelle, il faudra des mesures d'urgence, et j'y reviendrai. Donc, c'est un outil de base et qu'on utilisera encore après les urgences pour éventuellement réaiguiller ceux qui auront basculé vers la vente en ligne et qui peut-être auront suivi des pistes un peu inadaptées. Autre dispositif, j'insiste systématiquement sur la cybersécurité. Sortez couverts, disait-on à un moment donné. Moi, je pense qu'il est criminel que nous accompagnions les entreprises, nous incitions les entreprises à aller vers le digital, à s'ouvrir au web, à créer des connexions avec leurs clients et à ouvrir des failles en même temps vers leur système d'information, leur caisse enregistreuse. Voilà. Donc,
ne jamais oublier systématiquement de prévoir sa cybersécurisation, sa cyberconfiance. Et il y a 3 aides régionales, une aide à l'investissement, une aide au conseil et une aide à la formation. Voilà, vous trouverez sur les sites internet toutes les aides. OTEN n'est pas directement destiné aux entreprises, aux TPE, c'est une aide plutôt pour les collectivités locales, pour les associations d'entreprises. Ça s'appelle Opération territoriale entre emploi et numérique. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir subventionner à 50% et maximum 5 000 € des événements ou webinaires qui contribuent à sensibiliser les chefs d'entreprise quant au digital, quant aux outils, quant à la prise en main et en compte de ces outils. On a régulièrement des demandes de territoires qui organisent des ateliers, des after-work, différentes formules en ligne ou présentielles, pour contribuer à la sensibilisation de l'ensemble des artisans, commerçants, entreprises. Voilà, c'est un dispositif qui tourne, qui roule. On est en mode routine là-dessus. Diapositive suivante, c'est la carte des activateurs. J'aurais dû préciser les activateurs publics. Parce que dans la famille activateur, au sens où France Num l'a proposé, il y a à la fois tous ceux, entreprises privées, qui accompagnent la transition digitale, mais il y a aussi des activateurs publics qui sont là un peu en tir de confiance. Et donc, sur cette carte, qui là encore est en ligne, vous avez l'URL qui est précisée ici, mais on la retrouvera sur notre site internet. C'est le réseau des agents CCI, des agents CMA, des agents BGE, et je suis en échange là actuellement. Il y aura aussi bientôt les experts comptables, une quinzaine d'experts comptables seront référencés, qui eux aussi se sont spécialisés. Et donc on a, voilà, au plus près de vous, dans les territoires, des correspondants vers lesquels vous pouvez naturellement vous tourner, et qui pourront, s'ils ont du temps, vous conseiller, s'ils n'en ont pas, vous renvoyer vers tous les sites adaptés, et pourront en un mini-diagnostic, même s'ils n'ont que 2-3 minutes, ils vous feront gagner un temps très précieux, plutôt que d'envoyer les entreprises vers un brouhaha d'informations trop nombreuses. On fait tout effectivement pour canaliser et pour faciliter, simplifier la démarche du chef d'entreprise. Les webinaires éco, c'est une série de webinaires qui ont eu lieu pendant le confinement numéro 1, conjointement organisé par la CCI, la CMA, la région, en mode urgence. Alors voilà, on a appris depuis, mais à l'époque, c'était génial d'avoir pu se lancer. Et donc, il y a eu toute une série de webinaires qui sont encore disponibles en replay. On était sur le site de la CMA parce que c'est celle qui a été le plus rapide à sortir une solution technique. Et vous pouvez encore renvoyer des entreprises vers ou aller sur ces webinaires pour mieux comprendre comment maîtriser sa réputation. Là, on évoque Pinterest à l'écran. Il y avait aussi des choses sur la cybersécurité, sur comment développer son e-commerce, l'art et la manière de bien utiliser ou pas les réseaux sociaux. Voilà, ce sont des webinaires assez pratiques, opérationnels. Il n'y a pas de blabla institutionnel. C'est vraiment des choses vite appris, vite lu, vite appris. Là, c'est mes diapos flous. Le plan régional, commerce, vente en ligne, commerce en ligne. Alors, ce que je peux vous en dire, voilà, avec tous les bémols et dièses et toutes les prudences, je vais vous faire part des informations que je peux vous partager ce matin suite aux annonces que certains ont pu découvrir de mon président, Xavier Bertrand, qui ont été faites notamment dans une émission de WEO jeudi dernier. Donc, depuis la semaine dernière, des annonces ont été faites conjointement avec la CCI et la CMA. Le président Bertrand a souhaité qu'on puisse massivement réagir face à ce confinement 2 et à tous ces artisans, commerçants, toutes ces entreprises qui sont dans la difficulté pour sauver leur chiffre d'affaires avant Noël. On va se le dire un peu comme ça, on est dans cette urgence-là. Et pour aller massivement, les aides en conseil que j'ai évoquées comme Booster TPE, INAC, c'est bien, mais ce n'a peut-être pas la totale réactivité suffisante. Et donc, Xavier Bertrand a souhaité faire sauter avec lui en avant différents acteurs autour d'un sujet, comment identifier quelques offreurs de solutions qui sont capables, avec des solutions simples à mettre en œuvre, robustes, dont la qualité a été vérifiée par les experts de la CCI, qui sont capables de monter en charge et de pouvoir fournir des places de marketplace à des entreprises ou des mini-sites web en un temps record, en un temps rapide, pour qu'elles puissent basculer en ligne et faire un peu de chiffres par ce biais-là. Donc, la liste des prestataires n'est pas publique pour l'instant, à l'heure qu'il est, nous attendons. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un appel qui a été fait par la CCI mardi et mercredi. 42 entreprises prestataires ont répondu. Bravo à elles. Il y a une shortlist, une liste ramassée qui va être publiée, probablement organisée autour de 3 catégories, les marketplaces publics, les offreurs de marketplace publics, les offreurs de marketplace privés, individuels, les offreurs de mini-sites e-commerce individuels,
Probablement, on serait non pas, comme ça avait été annoncé, sur 3 offreurs au total, mais peut-être 3 dans chacune des catégories. Voilà, pour vous dire un peu les grandes lignes de ce qui s'esquisse. Et nous attendons avec impatience de pouvoir vous communiquer la liste de ces offreurs. L'idée cachée derrière, c'est quoi? C'est plutôt que d'envoyer des entreprises vers un catalogue qui serait peut-être un peu trop nombreux et trop peu qualifiés, on va focaliser le regard sur quelques prestataires qui ont eu la volonté, la réactivité de se positionner et dont on a vérifié les capacités à monter en charge et la qualité de l'offre dans des tarifs que nous imaginons préférentiels. Donc voilà, ça c'est sur cet aspect-là. En complément, le président de région a souhaité que l'institution régionale prenne sa part à l'exercice dans sa compétence régionale de l'action économique qui nous incombe, avec 2 aides complémentaires. Une aide au TPE, donc on sera probablement, je dis bien probablement, dans les mêmes critères que INAC, à savoir moins de 20 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce serait une aide probablement de 100% plafonnée à 500 €. C'est-à-dire, si une entreprise trouve un prestataire pour Marketplace à 200 €, ce sera 200 € d'aide régionale. Si c'est 500, ce seront 500. Si l'entreprise trouve une solution à 800 € pour une première année, on aide à la bascule, hein, on est sur le passage à l'acte numéro 1, eh bien, ce sera 500 € d'aide régionale. Voilà. C'est encore à finaliser. Vous l'imaginez bien, les formulaires ne sont pas encore en ligne. Et de toute façon, démocratie oblige, il faudra passer par la case délibération. Donc, nos élus se réunissent très prochainement, dans quelques jours, et pourront officiellement mettre en place tous ces dispositifs. Dernier axe, donc il y a un référencement de certain nombre d'offres de solutions, les 500 € dont je vous ai parlé. Et le 3e axe, c'est pour aider les collectivités locales à se doter de marketplace territoriales. On le sait, beaucoup d'élus souhaitent s'engager et créer des dynamiques territoriales. Ce n'est pas illogique, les intercommunalités notamment ont aussi cette compétence action économique, ont la masse critique à la taille qu'ils sont les leurs pour la plupart des territoires. Et donc, la région va là aussi faire une aide incitative pour aider les collectivités locales à prendre en charge ces dépenses-là. C'est encore en discussion, on parle de peut-être quelque chose de l'ordre de 40-50%, on parle aussi de forfait à 5 000 €, peut-être au-delà de 5 000 €, il y aurait encore un peu plus d'aide, mais moins une dégressivité de l'incitativité. Voilà, vous tenir informé dans les jours à venir, sachant que normalement, dans quelques jours, une visioconférence devrait être probablement organisée avec les intercommunalités pour vous en dire plus. Donc là, c'est plus destiné spécifiquement aux intercommunalités pour en dire plus sur ces sujets. On aura les clarifications nécessaires d'ici là. Voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire de ce plan régional commerce en ligne qui est en train de se mettre en place d'heure en heure. Et voilà, un petit peu globalement le panorama qui s'esquisse côté région, et on va essayer de mobiliser tout le monde autour. Je voudrais juste illustrer, certains opérateurs de formation ont proposé de mobiliser leurs apprenants pour donner un coup de main. Voilà. Dans le cadre de travaux pratiques d'élèves qui sont en formation e-commerce ou développeurs web, ils pourraient donner eux aussi un peu de temps homme pour accompagner les artisans commerçants à monter sur ces marketplaces, parce que ce n'est pas forcément évident pour un artisan de se lancer, de photographier ses produits, de les référencer dans sa marketplace ou dans son site web. Voilà, on est en train de voir là-dessus. J'ai fait un appel, il y a quelques personnes qui répondent. Nous savons que l'Ordre des experts comptables aussi va diffuser l'information. J'ai cru comprendre que les agents entreprises, le réseau entreprises de Pôle emploi pourront aussi relayer. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous en train de se mobiliser autour d'une fédération d'action. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, voici le binôme dont je vous ai parlé, Vincent Gorzac et moi-même. Voilà. Alors, sachant que ne nous contactez pas pour l'instant pour les aides individuelles, pour les demandes individuelles, pour l'instant, là, on n'a pas le temps de répondre et on n'est pas complètement au carré. Voilà. On ne manquera pas de vous donner l'information collective. Voici. Merci Alexandre pour ce panorama des aides régionales. Enfin, je vais vous parler de ce qui est prévu sur la transformation numérique des entreprises dans le cadre du plan de relance. Donc, France Relance, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Le plan de relance comporte 3 priorités. Rapidement, la transition écologique, la compétitivité,
cohésion sociale et territoriale. J'essaye de prendre la main sur mon PowerPoint. Donc, dans le cadre de France Relance, qui est prévu sur la transformation numérique des entreprises, c'est 61 millions d'euros qui sont prévus pour la période 2020 à 2023 pour l'accompagnement des TPE-PME dans le cadre de l'initiative France Num, donc pour financer à la fois des diagnostics numériques qui seront réalisés par les réseaux consulaires, CCI, CMA, mais aussi des formations actions. Donc, sur les formations actions, ce serait un financement de 300 € par entreprise accompagnée. J'en dirai pas plus parce que pour le moment, le sujet est à l'arbitrage. Donc, ces formations actions mobiliseraient le réseau à la fois des consulaires, mais aussi d'autres réseaux que nous sommes en train de regrouper autour de l'armée des activateurs avec Alexandre. Donc, le montant de financement de ces formations actions serait de 300 €. L'objectif est d'accompagner d'ici à fin 2023 200 000 TPE dans une logique de pilotage de dispositifs par la donnée. Donc, ce qu'il faut retenir de mon propos, c'est que la numérisation fait partie des objectifs dans France Relance qui est dédié spécifiquement aux TPE-PME. Et l'objectif pour le ministre est que d'ici à 2021, fin 2021, il y ait 1 million d'entreprises qui franchissent le pas vers le numérique. Voilà pour le dispositif France Num et France Relance. Je vais laisser la parole sur, on va faire le focus qui était prévu sur l'identification des nouveaux besoins en compétences. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Aude Aubry de la CCI Grand Lille, qui va, dans l'optique de je forme mes salariés, qui va nous présenter à la fois l'étude prévue, qui est l'étude CCI État-Région, mais aussi le dispositif DigiPilote. Aude, je te laisse la parole. Merci. Merci Fatima. Donc je suis Aude Aubry, je vais rectifier, je ne suis pas de la CCI Grand Lille, mais je suis de la CCI de région Hauts-de-France. Pardon. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit d'entrée tout à l'heure sur les entreprises et la difficulté pour elles d'appréhender ou de qualifier leurs besoins en matière de numérique et la difficulté dans laquelle nous sommes, nous, tous, acteurs publics, pour les emmener dans une transformation numérique dès lors que ce besoin n'est pas qualifié. Donc, cette enquête régionale sur les besoins en compétences numériques, qui est, on va dire, une première, elle a l'objectif de répondre à cette problématique. Donc, comme tu l'as, alors je vais essayer de reprendre aussi la main sur mon PowerPoint. Comme tu l'as indiqué, c'est une enquête régionale sur les besoins en compétences numériques qui va être menée en partenariat avec l'État et avec la région et qui va être réalisée donc par la CCI de région Hauts-de-France à travers son service études qui est un service expert en la matière. Donc cette enquête, elle part d'un certain nombre de constats. J'en ai listé quelques-uns. On l'a dit, la difficulté des entreprises à appréhender leurs besoins en compétences numériques, donc, qui entraîne le fait que pour nous, c'est aussi difficile de les accompagner. La maturité digitale des entreprises qui devient une compétence clé dans leur compétitivité. C'est d'autant plus accéléré du reste par la crise sanitaire. On voit bien comment la crise sanitaire est venue accélérer le besoin de transformation des entreprises qui doivent être plus agiles sur les questions du numérique. Et puis, pour s'embarquer ou pour aller vers la transformation de l'entreprise à l'ère du digital, la question des compétences est évidemment centrale. Que fait-on sans compétences pour accompagner cette transformation? Donc, c'est vraiment un sujet clé. Jusqu'alors, et je parle sous le contrôle de la région et d'Alexandre Desrousseaux, c'est un sujet qui était traité plutôt historiquement et puis structurellement du point de vue des entreprises du numérique. Donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée sur les besoins en compétences des entreprises, des ESN, qui a, je crois, débouché sur un référentiel d'un certain nombre, on va dire 46 métiers, je crois que je suis précise, identifiés.
Mais cette enquête, si elle a toute sa légitimité et tout son intérêt, évidemment, ne couvre pas tout le spectre des entreprises. Et donc, on a réfléchi à donner de la transversalité pour avoir une vision plus large des besoins des entreprises, TPE, PME, ETI, voire grandes entreprises, dans une dimension qui soit interprofessionnelle, interbranche. Et d'ailleurs, le cadre d'appui de la mise en œuvre de cette enquête est un cadre d'appui interbranche. Alors, les objectifs, donc je l'ai un peu abordé. Pardon ? Je complète, je confirme, c'est effectivement en interbranche. Et l'enquête portée par les ESN régionales a été faite par l'association A22N, dont l'un des intervenants est présent. Absolument. Donc, les objectifs, c'est effectivement disposer d'une visibilité sur les besoins des entreprises, hein, puisque c'est difficile de les accompagner si on n'a pas la visibilité pour les aider dans leur transformation. C'est partager aussi entre acteurs, hein, cette connaissance des besoins pour pouvoir agir ensemble. Et donc, la perspective, c'est effectivement orienter les cadres d'intervention pour accélérer la transformation digitale des entreprises, c'est orienter les réponses en matière de formation. Jusqu'alors, je crois que les propositions de formation ou les orientations en matière de formation étaient essentiellement formulées par les organismes de formation eux-mêmes, mais sans réelle visibilité sur la réalité des besoins auprès des entreprises et des plus petites d'entre elles. Donc, l'idée, c'est aussi de nourrir la réflexion à la fois entre acteurs publics, mais plus largement également faire en sorte que les organismes de formation puissent se saisir de cette enquête de manière à pouvoir adapter leurs réponses formation. Et puis l'idée derrière ça, c'est effectivement la problématique pour nous tous acteurs publics, c'est d'avoir un effet levier qui soit durable dans les entreprises, et pour avoir cet effet levier durable dans leur transformation digitale, il faut effectivement embarquer cette question de la compétence qui est une compétence donc stratégique. Alors, je vais être assez rapide finalement sur l'enquête elle-même, puisque aujourd'hui, on est au stade du projet, même si on est en voie de finalisation. Donc, pour rappel, c'est la première enquête régionale interbranche. C'est un partenariat État-région, CCI de région, voire d'autres acteurs qui pourront être associés. On n'a pas fermé la porte. C'est un cadre d'intervention interbranche, je l'ai dit, avec une possibilité de déclinaison territoriale, et certaines intercos se sont manifestées en tout cas pour avoir une déclinaison pour leur propre territoire. Donc cette possibilité cette granulométrie pourra être opérationnelle lors de cette étude. Et donc c'est une réalisation par le service études de la CCIR. Les objectifs en termes de nombre de répondants, on vise 3000 répondants, TPE, PME, ETI, voire groupe. L'idée, c'est vraiment de couvrir tout le spectre, sachant que naturellement, nous avons aussi une attente importante concernant les TPE, PME, dont on sait qu'elles représentent de toute façon 90 à 95% du tissu économique régional. Donc, on aura des indications par rapport à leurs besoins. Le calendrier, donc, c'est une mise en œuvre qui est prévue pour le premier trimestre 2021. Donc, avec des résultats attendus vers avril. Alors, sur les thèmes abordés, là aussi, je vais être assez rapide. On est en cours de finalisation du questionnaire, mais disons qu'on a deux grands pans. On a une partie qui concerne la maturité digitale de l'entreprise, où elle en est de sa transformation digitale. Est-ce qu'elle a des compétences en interne? Est-ce qu'elle fait appel à des prestataires? Quelle est la nature de ses connexions? Comment elle comment
comment dire, le digital est traité dans la question de la relation fournisseur, idem dans la question relation client. Il y a aussi évidemment tout un pan sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait appel à des outils collaboratifs? Est-ce qu'elle a des outils ou des équipements qui lui permettent d'améliorer ses processus internes, ou au contraire, est-ce qu'elle en a besoin, ou est-ce qu'elle a besoin de les faire évoluer? Qu'en est-il sur le plan de la gestion des ressources humaines? Qu'en est-il en matière de sécurité? Bref, on essaie de faire un panorama assez large. Et puis, ensuite, il y a un pan sur les compétences et les besoins. Donc, est-ce qu'elle forme au digital? Est-ce que quels sont les métiers? Quels sont les niveaux? Quels sont ses besoins en termes de formation et de métier? Et sur quel niveau de formation? Quels sont ses recrutements? Et puis, quels sont les freins? Voilà, donc le questionnaire à ce stade n'est pas complètement stabilisé, il devrait l'être fin novembre. Voilà, donc Alexandre, tu veux peut-être préciser quelque chose? Je ne sais pas si j'ai été... Non, je pense que tu as été plus que clair. Effectivement, c'est en étant confronté aux réalités de terrain que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait ce besoin, et cette idée est née effectivement comme ça, au plus près du terrain. Et effectivement, comme tu le disais, en faisant aussi des constats d'insatisfaction, puisque habituellement, c'était surtout certains acteurs qui étaient interrogés quant aux besoins de compétences, qui sont les gros consommateurs, on va dire, de talents digitaux, les ESN notamment, métropolitaines particulièrement. Et il était indispensable que, parallèlement au travail qu'a réalisé AD2N et que réalise régulièrement la branche du numérique, on ait une interrogation qui soit faite aux entreprises non digitales, non numériques, des autres secteurs, diffus dans tous les territoires, d'avoir un panorama à la fois de leur taux de digitalisation qui évolue très vite, et en lien direct, la question des compétences, pour qu'effectivement l'offre de formation, notamment formation continue, compétences régionales, puisse s'ajuster au mieux, comme elle a pu le faire, notamment avec l'enquête AD2N, où des choses ont été ajustées de manière à ce qu'on puisse être collé au plus près des besoins des entreprises. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, notamment cette enquête que tu as présentée va être probablement proposée à la duplication territorialisée. Notamment, il y a un territoire, Saint-Omer, qui s'est intéressé à ce sujet, et d'autres dans la foulée peut-être. Voilà, mais en tout cas, bravo, non, c'était très clair pour moi. Très bien, donc je poursuis avec un autre sujet, mais qui n'est pas si éloigné. Fatima a abordé ce webinaire, j'ai rebondi sur le fait que nous avions besoin de qualifier les besoins des entreprises. Donc l'enquête est une manière d'avoir une première qualification des besoins des entreprises, mais c'est une photographie à l'instant T. Donc ce ne sera sans doute pas le seul outil. Et par ailleurs, on a besoin de qualifier le besoin dans les relations que l'on noue avec les entreprises pour les accompagner. Et là encore, jusqu'alors, il n'y avait pas beaucoup d'outils pour le faire. Et donc, CCI France a déployé, a développé la première plateforme de pilotage de la transformation numérique de l'entreprise. Ça s'appelle DigiPilote. C'est déployé donc au niveau national, c'est déployé également au niveau européen via le réseau Eurochambre. Alors, dans le contexte, on est effectivement, ça n'a échappé à personne, dans un contexte, si je le prends au plan national, mais voire international, un marché de l'accompagnement de la transformation digitale qui devient très important, qui se structure fortement, qui est en forte croissance. Bon, les chiffres, 5 milliards d'euros prévus pour 2021, ça donne un peu le vertige, mais on voit bien ce qui reste à faire pour effectivement permettre aux entreprises de se transformer à l'ère du digital. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire ça? Généralement, dans une entreprise, on a des outils par métier. On a SI Finance, on a un CRM, mais pour piloter la transformation digitale, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, rien. Donc, DigiPilote, en fait, est la réponse à ce manque, puisque c'est donc une plateforme pour permettre le pilotage
opérationnel de la transformation digitale de l'entreprise, avec une singularité, c'est d'avoir une dimension dynamique. Il ne s'agit pas simplement de réaliser un diagnostic de l'entreprise, mais il s'agit d'emmener l'entreprise dans l'action. Et donc, le diagnostic va permettre d'établir, enfin la plateforme est faite de telle manière que le diagnostic permet d'accrocher des préconisations d'action en face de chaque réponse, en face de chaque niveau de réponse, et donc de pouvoir, pour l'entreprise, avec l'aide de son conseiller ou en autonomie, selon là où elle en est et la maturité, on va dire, de son dirigeant, de pouvoir établir ses priorités d'action et de pouvoir établir donc une roadmap pour entamer sa transformation digitale. Donc, la plateforme est assez large. On va voir un petit peu après quels sont les thèmes qui sont abordés. C'est vrai que quand on regarde ce qui est abordé, par exemple, dans les boosters TPE numériques auprès des entreprises qui sont donc des entreprises TPE, on est souvent sur du marketing communication. Là, on est sur un outil qui balaie tous les champs de la transformation numérique. Donc, on est bien plus large que le seul marketing et communication. Alors, si je reprends ce que ça doit permettre de faire, ça doit permettre de mesurer et piloter sa transformation. Ça doit aussi permettre de se comparer, c'est-à-dire que aujourd'hui, actuellement, on est en phase de déploiement, donc on a encore une problématique de peuplement, mais elle va très vite se résoudre puisque partout en France, cette plateforme est déployée. L'idée, c'est de permettre à l'entreprise de se comparer avec des entreprises de son secteur et de sa taille. Donc, d'avoir une idée de où elle en est par rapport à d'autres entreprises comparables. Et pas uniquement sur la région, mais encore une fois, au niveau national. Donc, je l'ai abordé, le second objectif, c'est d'être coaché, d'avoir une feuille de route qui soit évolutive, puisque à chaque fois qu'on va venir mettre en œuvre des solutions, finalement, on va rectifier le diagnostic et donc faire évoluer la situation et la maturité digitale de l'entreprise. La singularité aussi de cette plateforme, c'est qu'elle va permettre d'intégrer des solutions. Et donc, évidemment, nous, on va, CCI Hauts-de-France et les CCIL vont intégrer leurs solutions, nos solutions, mais on pourra également intégrer des solutions référencées. Donc, par exemple, tout à l'heure, Alexandre parlait de ces opérateurs qui ont répondu, ces 42 qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de la CCI de région pour accompagner les commerces et les TPE dans une transformation très rapide en lien avec le digital. Il est possible qu'on puisse aussi intégrer ces solutions dans le cadre de DigiPilote. Ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est que ça s'adapte à tout type d'entreprise et on va le voir d'ailleurs dans une slide qui suit. Alors, si je reprends, donc, effectivement, on s'adresse à tout type d'entreprise et on verra des plus petites aux plus importantes. L'idée, c'est effectivement de faire un diagnostic, une évaluation. Ça donne un score qui permet de se comparer. Ça permet d'accrocher une feuille de route et ça permet d'identifier les services à mettre en œuvre, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise et quelle que soit la taille de l'entreprise. Bon, ça, c'est une slide qui illustre les différents degrés de besoins des entreprises selon leur taille. Et donc, ce qu'il faut préciser, c'est que le DigiPilote, c'est un référentiel unique. Après, en fonction du type d'entreprise, on peut décider d'activer toutes les questions ou plutôt de faire le choix de s'orienter vers un questionnaire qui est plus adapté. J'en reparlerai dans quelques instants, mais disons que ça s'adapte à tous. Alors,
concernant les thèmes qui sont abordés. On a donc 5 thèmes, une vingtaine de sujets et une centaine de questions sur le référentiel global. L'idée, c'est pas d'être en face à face avec le chef d'entreprise et de déployer une à une toutes les questions, c'est plutôt d'être dans une relation avec le chef d'entreprise, un dialogue qui permet de positionner les choses pour lui dans le cadre de ce diagnostic et de revenir vers lui si on a besoin de précision sur un certain nombre de sujets. Donc, dans la transformation des offres, on a comme sujet la transformation numérique des offres, la capacité d'innovation, la promotion de l'offre, la voix du client, l'expérience client. Sur le deuxième thème qui est la digitalisation des processus, on a tout ce qui concerne la dématérialisation, on a l'automatisation des systèmes, les systèmes d'information, donc les outils collaboratifs, les équipements et usages. Ensuite, on a une partie qui concerne le pilotage et la gouvernance, donc la stratégie numérique de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une animation interne qui est faite du numérique? Et puis, quels sont les projets conduits et comment sont conduits les projets numériques s'il y en a? Et ensuite, il y a une partie liée au pilotage de la performance. Sur les ressources humaines, on a le recrutement et la marque employeur, la gestion des compétences, l'accompagnement au numérique. Et enfin, sur la data, on a tout ce qui est gestion des données, valorisation des données et sécurisation des données. Comme le rappelait Alexandre, c'est quelque chose qui est extrêmement important également. Et donc, voilà, le numérique, c'est pas que du marketing et de la visibilité sur Internet, c'est aussi des choses beaucoup plus transversales au sein de l'entreprise et non seulement une posture, mais un engagement dans un projet de transformation globale. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il est bien entendu que les TPE ou même certaines PME vont pas s'engager demain matin dans l'ensemble de ces chantiers. Et donc, on peut, avec elles, je l'ai fait encore hier avec une entreprise de production dans le domaine audiovisuel, on peut décider de quelles sont les priorités qu'elles souhaitent éclairer en termes de diag et en termes de préconisation d'action. Donc, on peut répondre à toutes les questions ou pas. Enfin, donc le système est assez souple de ce point de vue. Une dernière slide pour illustrer, là en fait on est sur mon tableau de bord à moi, mais par rapport à une entreprise test, et là en fait l'entreprise aura accès à ce même tableau de bord avec le détail en fait de ses réponses et du bilan de son diagnostic auquel seront accrochées donc les préconisations d'action, voire les services à mettre en œuvre. Donc on retrouve en fait les 5 thèmes, la transformation des offres sur le graphique, les processus internes, le pilotage du digital, les ressources humaines et la data. Le cadre vert, enfin le schéma vert, c'est le score de l'entreprise test et le schéma bleu, c'est le score des concurrents. Donc là, on s'aperçoit que l'entreprise test est plutôt mieux placée que ses concurrents. Ça aurait pu être tout à fait l'inverse, ça n'est qu'un test. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est aussi de donner des points de repère de où en est l'entreprise par rapport à sa transformation digitale et lui permettre de passer à l'action et de pouvoir contrôler cette action, suivre cette action en autonomie ou avec l'aide de son conseiller ou avec l'aide de son prestataire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur DigiPilote. Alors, on a un certain nombre de succès déjà. Au plan national, l'an dernier a été déployé, certaines régions, toutes les régions ont répondu à l'appel d'offres national Opcommerce, cap sur le digital. La région Hauts-de-France n'a pas fait partie des régions qui ont été sur lesquelles la CCI a été retenue, mais au niveau national, l'ensemble des régions qui ont répondu à cet appel d'offres ont accompagné les entreprises en utilisant l'outil DigiPilote. Au niveau industriel, on a des discussions qui sont plus qu'avancées pour un déploiement au sein d'un consortium industriel autour de General Electric.
qui voient, donc on est là sur du grand groupe, qui voient un intérêt, c'est de pouvoir piloter la transformation digitale de ses fournisseurs, c'est-à-dire embarquer ses fournisseurs dans cette transformation digitale. Et donc, là aussi, DigiPilote permet à la fois l'accompagnement d'une entreprise, mais permet l'accompagnement d'une constellation d'entreprises. D'où l'intérêt pour ce type d'entreprise. Après, dans le cadre d'un projet pour lequel la région Hauts-de-France a déposé une candidature ou une pré-candidature qui est portée par le CITC. Le projet, c'est ce qu'on appelle l'EDIH, le Hub d'innovation digitale européen. Donc la communauté européenne a souhaité mailler l'ensemble de l'espace européen de hub d'innovation digitale. Et donc, dans le cadre de cette pré-réponse qui est portée par le CITC et qui va concerner des entreprises notamment essentiellement industrielles des secteurs clés de la région Hauts-de-France, l'outil DigiPilote, enfin la plateforme DigiPilote sera embarquée comme support de pilotage de la transformation digitale des entreprises ciblées. Et c'est pas seulement vrai au niveau de la région Hauts-de-France, c'est vrai au niveau, autant que je sache, d'un grand arc nord, Grand Est et plus. Voilà. Alors, ce sera avec des adaptations qui seront liées aux thématiques qui seront traitées dans ce hub d'innovation digitale, qui sont plutôt sur l'intelligence artificielle, entre autres. Voilà. Alors, si on revient plus près de nous, on a ce plan de relance commerce plan de relance commerce au niveau national et au niveau régional, qui désormais s'appelle chez nous SOS numérique, qui a pris une autre ampleur depuis le début du confinement, avec la volonté d'accompagner très rapidement des commerçants dans leur transition numérique pour justement continuer d'avoir une activité pendant ce confinement. Et donc là encore, donc on a nous une plateforme téléphonique de téléconseillers qui appelle les commerçants. Et pour ceux qui sont intéressés par un diagnostic, le diagnostic est traité sur la plateforme DigiPilote. Donc, c'est en cours actuellement au sein de la CCI Hauts-de-France. Et là, on est sur un diagnostic qui est vraiment assez léger et très focalisé sur les commerçants et des besoins immédiats. Voilà, merci. Si vous avez besoin de précision ou de compléments d'information, je reste à votre disposition pour ce faire. Vous pouvez du reste aller, si vous tapez DigiPilote, vous tomberez sur une page d'accueil avec un certain nombre d'éléments, y compris les visuels sur la plateforme elle-même. Je te remercie, Aude, pour ces éléments. J'ai juste une question. Donc, concrètement, la TPE qui va sur France Num et qui, grâce au moteur de recherche existant sur France Num, géolocalise un conseiller de la CCI, est-ce que ce conseiller va systématiquement lui proposer DigiPilote? Comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, on est en phase de déploiement. La priorité absolue pour nous à cet instant, c'est que DigiPilote soit utilisé dans le cadre de l'action en cours plan de relance commerce qu'on appelle SOS numérique, qui se met en place là sur les deux mois de fin d'année. Donc actuellement, c'est essentiellement là-dessus. Et début 2021 pour tout type d'entreprise, si elle le souhaite. D'accord. Par contre, j'ai une question qui est revenue à plusieurs reprises concernant l'enquête. Est-ce qu'il est possible de faire remonter les éléments chiffrés à quelle échelle territoriale? Est-ce qu'on peut remonter ces éléments chiffrés à l'échelle d'une commune, d'un EPCI, pardon? Autant que je sache, on aura sans doute de la visibilité plutôt au niveau des territoires,
au niveau d'une commune, je suis pas sûre que ça est complètement. Enfin, ça dépend de la commune, tu me diras, mais l'idée c'était plutôt d'être sur des territoires qui correspondent à des agglomérations ou des intercommunalités. D'accord. Ces éléments seront communicables. De quelle manière on pourra avoir accès à ces données? Ah bah, l'enquête sera rendue publique, j'imagine, puisque c'est un partenariat région État CCI, donc il y aura une restitution, une communication des résultats qui sera faite au mois d'avril. D'accord. Merci Aude pour ces éléments. Je vais donner la parole à Alexandre et Anne-Laure pour nous présenter le panorama des formations régionales dans le domaine du numérique. Oui, bonjour à tous. Anne-Laure Collat, donc je suis responsable de formation pour le réseau des Greta Hauts-de-France. Donc je voulais vous faire un panorama rapide effectivement de tous les dispositifs de financement qui existent pour former vos salariés aux compétences digitales. Voilà, donc former vraiment en interne vos salariés. Donc je vais vous proposer effectivement ce panorama. Hop, je reviens sur la slide. Donc dans un premier temps, nous verrons comment former vos salariés via le CPF et donc abonder aussi les comptes de vos salariés et co-construire donc avec eux des projets de formation gagnant-gagnant. Nous verrons ensuite quels sont les dispositifs de formation en alternance qui existent et les différentes aides aussi possibles. Nous nous attacherons ensuite à voir les dispositifs relatifs donc à la reconversion et on fera enfin un focus sur le FNE formation et ses conditions d'application. Alors, le CPF, je pense que tout le monde a entendu parler du compte personnel de formation, donc que l'on peut activer sur l'appli Mon compte formation de façon assez simple, puisqu'il suffit effectivement de rentrer son numéro de sécurité sociale, d'insérer un mot de passe et vous activez votre compte. Et là, vous allez pouvoir effectivement identifier le montant dont vous pouvez déjà bénéficier en tant que salarié pour vous former. Et donc aller ensuite sur l'appli pour chercher la formation idoine aux compétences digitales que vous souhaiteriez mobiliser. Donc, ce droit est un droit non cessible à faire valoir pendant l'ensemble de sa vie active. Chaque année travaillée donne lieu à 500 € par an. 800 € effectivement pour les personnes en dessous du niveau CAP. Et surtout, n'oubliez pas de reporter vos heures de diff sur votre compte. La date butoir vient d'être modifiée puisque vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour pouvoir collecter ces heures de diff. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, on peut avoir jusqu'à à peu près 1900 € mobilisables pour pouvoir se former. Voilà. Donc ça, c'est effectivement très important. Alors, son utilisation relève seule de la seule initiative du salarié. Le législateur avait voulu redonner le pouvoir à chacun pour effectivement se former tout au long de sa vie et de sa carrière. Donc ça, c'est important. Et effectivement, il est plafonné donc à hauteur de 5 000 ou de 8 000 €. Donc ce compte, aujourd'hui on a 30 millions d'actifs qui possèdent un compte CPF et il y a seulement un tiers d'entre eux qui ont mobilisé et activé leur CPF. C'est dommage, donc il faut vraiment, vous en tant qu'entreprise, guider et accompagner vos salariés pour leur permettre effectivement d'activer ce compte et surtout de leur demander aussi de mobiliser leurs heures de diff, ça c'est important. Et comment aussi effectivement vous allez pouvoir intervenir pour co-construire avec eux une vraie politique de formation de CPF. Donc effectivement, vous pouvez considérer que c'est un droit libre pour chaque salarié, donc vous n'avez pas à interférer dans ce choix. Donc ça, effectivement, le CPF, du coup, n'est plus l'affaire de l'entreprise, mais c'est dommage. Je pense au contraire qu'il faut absolument informer et accompagner ces salariés. Aujourd'hui, il y a une offre extrêmement pléthorique et un moteur de recherche qui n'est pas très efficient. Donc, d'où l'importance, effectivement, quand un salarié énonce un projet de formation vers des compétences digitales, il souhaite, par exemple, il est commercial, il souhaiterait s'orienter vers une formation pour lui permettre effectivement d'avoir davantage de compétences pour utiliser un CRM.
vous pouvez effectivement co-construire ce projet avec lui, déjà l'informer, l'accompagner, co-construire ce projet. Comment ça se passe? Vous allez pouvoir, depuis le 3 septembre 2020, vous allez pouvoir abonder directement sur le portail de mon compte formation, vous allez pouvoir abonder le compte CPF de vos salariés. Donc ça, c'est vraiment un élément très intéressant puisque la formation est un vrai levier de motivation et de performance pour vos salariés. C'est aussi bien de les impliquer dans le cadre d'une transformation digitale de vos entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, effectivement, dans le cadre de formations éligibles au CPF. C'est éligible quand c'est certifiant. Donc ça va donner effectivement la possibilité à un salarié de se certifier. On en parlait tout à l'heure sur la cybersécurité, sur du développement web, sur la communication digitale, etc. Donc, vous pouvez aussi décider de négocier un accord d'entreprise, voilà, qui permettrait effectivement de verser une somme d'argent pour toute une catégorie de salariés. Donc ça peut être un accord d'entreprise, un accord de branche, etc. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas la seule à pouvoir abonder le compte formation de ses salariés. Bientôt, l'État pourra le faire aussi. Elle le fait donc, Pôle emploi le fait déjà avec les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire pour chaque demandeur d'emploi qui a un projet, il va utiliser son compte CPF et il va pouvoir aussi être abondé par Pôle emploi. Mais bientôt, certaines formations, et c'est ça ce qui est très intéressant, pourront déjà être abondées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, la transition numérique et la transformation numérique des entreprises a été effectivement énoncée comme une priorité par le gouvernement. Donc certaines formations aux compétences digitales seront déjà abondées. Donc ça, c'est effectivement intéressant pour l'entreprise d'identifier les formations déjà abondées et d'expliquer effectivement à ses salariés que là, effectivement, elles n'ont plus qu'un montant résiduel à utiliser ou à mobiliser dans le cadre de leur CPF pour pouvoir accéder à ces formations. Voilà. Ensuite, les OPCO, évidemment, pourront abonder, les conseils régionaux pourront abonder, etc. On aura effectivement plusieurs possibilités. La formation, effectivement, est un droit. Si dans le cadre de l'entretien, vous devez effectivement faire un entretien tous les 2 ans avec vos salariés pour leur expliquer ce qu'est la VAE, etc., comment se former, quels sont leurs plans d'évolution, etc., possibles dans l'entreprise. Si vous n'avez pas fait cet entretien tous les 2 ans et si vous n'avez pas non plus donné la possibilité à votre salarié de se former au moins une fois, hors formation obligatoire, vous devrez abonder. C'est ce qu'on appelle le droit correctif. Vous devrez abonder de 3 000 € le compte CPF de votre salarié, effectivement, si vous avez failli à votre obligation de formation et d'entretien professionnel. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il vaut mieux le prendre effectivement comme une chance, dans le cadre de la transformation numérique, d'impliquer ses salariés, donc de leur demander d'utiliser leur CPF, ou au contraire, de co-construire avec eux des projets pour faire monter ces compétences digitales en interne dans l'entreprise. Donc voilà, ça je l'ai expliqué effectivement, l'employeur doit s'assurer que le salarié a suivi une action de formation ou a acquis des éléments de certification ou a bénéficié d'une progression professionnelle ou salariale. Alors, autre possibilité aussi pour effectivement conduire et mener à bien votre transformation numérique, si vous n'avez pas les compétences en interne, ça peut être aussi de recruter un alternant. Un alternant en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ça peut être effectivement un alternant que vous recrutez, par exemple, qui suit une formation de community manager, qui effectivement suit tout type de formation et qui va pouvoir aussi former vos salariés en interne. Donc là, vous allez avoir la possibilité effectivement d'une aide à l'embauche qui sera de 8 000 € pour un alternant majeur et de 5 000 € pour un alternant mineur, ce qui couvre effectivement en partie les coûts salariés. Donc c'est effectivement très intéressant. Autre solution, si vous avez effectivement un salarié en CDI, vous pouvez temporairement suspendre son contrat de travail pour lui permettre de suivre en contrat d'apprentissage. Et ça, vous avez la possibilité, et jusqu'aux 29 ans révolus de la personne salariée. Je vais passer vite sur le contrat de professionnalisation expérimentale aussi, qui est un dispositif intéressant, qui est moins contraignant que le contrat de pro classique, puisqu'il permet de sortir du cadre et de pouvoir effectivement accéder à des formations qui ne sont pas forcément inscrites au RNCP et donc qui correspondent au plus près des besoins de l'entreprise.
Un autre dispositif aussi tout à fait pertinent et qui s'adresse aux salariés en poste, c'est la ProA, la professionnalisation en alternance, qui remplace en fait l'ancienne période de professionnalisation qui est réservée donc aux personnes en CDI. On fait simplement un avenant au contrat de travail et la personne là aussi peut se former par exemple sur une formation de chef de projet digital. Elle vient effectivement en entreprise mener des missions et elle se forme en organisme de formation. Voilà. Donc c'est un dispositif intéressant qui n'a pas encore pris toute son envergure, mais qui devrait effectivement prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Pour tout projet maintenant, si vous souhaitez accompagner un salarié qui a un véritable projet de reconversion, imaginons quelqu'un qui était dans les achats qui souhaite maintenant effectivement avoir une mission beaucoup plus en lien avec des compétences digitales, vous avez effectivement le dispositif que l'on appelle projet de transition professionnelle, qui est en fait l'ex-congé individuel de formation, hein, qui est tout à fait pertinent. C'est le seul dispositif qui permet vraiment de changer de métier, de se reconvertir complètement, de changer de secteur d'activité, et donc aussi ouvert à des CDD ou des CDI, des intérimaires ou des intermittents, avec les conditions, je ne vais pas les lister, c'est un peu long, mais en tous les cas, c'est le seul dispositif, et ça mérite effectivement d'être souligné. Il faut se rapprocher des transitions pro, pour voir effectivement quel est le cahier des charges pour monter le dossier. Il faut que votre projet soit cohérent, il faut que le choix de la formation soit aussi pertinente et qu'il y ait effectivement derrière des perspectives d'emploi. Voilà. Vous mobilisez une partie de votre CPF et Transition Pro va cofinancer. Alors tout le monde n'est pas élu, hein, c'est pour ça qu'effectivement il faut monter un dossier qui soit le plus complet, le plus précis, le plus argumenté, et ensuite c'est au libre choix effectivement de Transition Pro de choisir ou pas un dossier. Autre dispositif tout à fait récent et tout à fait intéressant, toujours aussi dans le cadre de la crise sanitaire qui impacte fortement les entreprises, c'est de permettre à des personnes dont l'emploi est menacé aujourd'hui de se reconvertir vers d'autres types de métiers. Donc effectivement, et les métiers qui ont été listés, on trouve évidemment tous les métiers du numérique. Ce dispositif passera par une plateforme où on mettra en lien donc les entreprises dont les salariés souhaitent se reconvertir et les entreprises qui souhaitent embaucher, avec effectivement une prise en charge de 100% des frais de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc ça, c'est aussi véritablement intéressant. Il faut se rapprocher des transitions pro et des OPCO pour effectivement solliciter ce type de dispositif, et il sera opérationnel en fin d'année. Voilà, c'est vraiment la transition professionnelle collective qui vient effectivement d'être annoncée par le gouvernement. Autre, et j'en termine, je sais que le temps est compté, autre dispositif sur lequel je souhaitais faire un focus, c'est le FNE Formation, Fonds National pour l'Emploi. Vous savez que pendant la crise et pendant le premier confinement, on a mis en place un FNE Formation. L'idée était de former les salariés en activité partielle classique ou en longue durée pour leur permettre effectivement de profiter de ce temps de latence un peu contraint et obligé pour accéder à la formation. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les salariés en activité partielle peuvent en bénéficier, sauf les alternants et les stagiaires, pour différents types d'actions, et a priori toutes les thématiques sont possibles, toutes les durées, toutes les modalités, et les formations peuvent aussi se faire en interne. Je passerai effectivement sur les limites, ça il faut se rapprocher des OPCO pour savoir effectivement. Il y a quelques limites, mais elles sont finalement très minimes. Donc là aussi, si vous voulez former vos salariés à des compétences digitales importantes, le FNE Formation peut être une solution tout à fait intéressante. Donc là, il faut être effectivement en veille permanente, puisque ça évolue énormément. Depuis le premier confinement, les règles ont changé. Hein. Aujourd'hui, par contre, il faut se former absolument sur les heures de l'activité partielle pendant la période de l'activité partielle, demander l'accord évidemment écrit du salarié, et puis on ne peut plus former des salariés qui n'étaient pas en activité partielle avec des salariés en activité partielle, ce qu'on appelait effectivement les publics mixtes. Aujourd'hui, on ne peut former que des salariés en activité partielle. La prise en charge des coûts de formation est de 70% pour l'activité partielle classique, de 80% pour celle en longue durée, et pour tous les secteurs fortement impactés par la crise, ce sera 100% des coûts qui seront pris en charge. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Il faut monter donc ces dossiers, et je vous demanderai de vous rapprocher de vos OPCO.
Voilà, j'en ai terminé pour ce panorama rapide de tous les dispositifs qui existent et dont il faut bénéficier pour pouvoir se former aux compétences digitales. Et je laisse la parole à Fatima. Merci beaucoup. Je te remercie, Anne-Laure. J'ai juste une question. Concrètement, le salarié d'une association qui souhaiterait suivre une formation dans le numérique pour diversifier son activité, comment ça se passe? Il doit s'adresser à son employeur? Comment mettre en place le FNE Formation? Alors, oui, ça c'est vraiment les OPCO qui gèrent. Il faut vraiment se rapprocher des OPCO ou même de la directe, qui peut aussi être effectivement donner un certain nombre de solutions pour tous les salariés effectivement qui relèvent du FNE Formation. Voilà, mais après, il n'y a pas que le FNE Formation, on peut aussi se former, bien sûr, dans d'autres cadres. Donc, il faut essayer de voir tout le panorama existant et tout le champ des possibles. Voilà. Merci Anne-Laure. Alexandre, si tu veux bien prendre le relais sur le panorama des formations régionales dans le domaine du numérique. Il faudrait juste que tu rallumes ton micro, Alexandre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai eu un bug sur l'ordinateur. Merci au back-office de m'avoir donné ce raccourci clavier que je ne connaissais pas. Ça s'était mis en off. Toutes mes excuses pour ce blanc. Indépendant de notre volonté, comme on disait à l'ORTF. Les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Mon cher Guélux, à vous, Léon Zitrone. Allez, je prends la main sur la partie, effectivement. Alors, je ne veux pas faire trop long, parce que je vais rappeler des banalités, et je veux laisser toute sa place à Alain Trenel pour présenter la richesse de l'offre des entreprises prestataires de notre région, et pour prendre aussi vos questions. Alors, la question qui m'a été posée par rapport à ce webinaire et par rapport à l'offre de formation, c'est de focaliser sur comment les entreprises non numériques peuvent aller récupérer, embaucher des gens récemment formés dans notre région ou ailleurs. Alors avec peut-être au départ quelques rappels, quelques banalités, mais c'est important de le rappeler. Dixit enquête INSEE, 50% des emplois du numérique sont dans des entreprises non numériques. Voilà. Globalement, quand on demande aux gens exercez-vous une activité numérique et qu'ils répondent oui, ils sont à 50% dans la filière, 50% en dehors de la filière, et 40% des répondants sont en dehors de la métropole. Donc certes, notamment les très grosses entreprises du numérique, et on l'a vu sur cette enquête INSEE, sont principalement métropolitaines et principalement les ESN, mais en fait, il y a aussi d'autres emplois ailleurs, dans les entreprises numériques non lilloises, mais aussi des emplois digitaux dans les entreprises qui, dans nos territoires, passent au numérique. Et vu la tendance actuelle, c'est probablement ce qui se renforce de plus en plus. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 70% des emplois numériques qui étaient dans les entreprises du numérique. Donc cette transition digitale qui se diffuse dans d'autres secteurs, mais aussi avec eux dans d'autres territoires. Ce sont des métiers qui sont en tension. Quand on regarde les enquêtes de nos amis de Pôle emploi, dans les top 10 des métiers les plus en tension, l'ingénieur informatique est dans les 10, au même titre que les emplois de l'hôtellerie-restauration dont on parle souvent, ou du BTP ou de l'industrie. Donc ce sont des métiers qui sont en tension, alors qu'ils sont plutôt agréables. Ils sont à 90%, 93% en CDI, télétravail, etc. C'est principalement lié à tout un jeu de problèmes de type stéréotype, encore trop malheureusement aujourd'hui. Il y a d'autocensure, on pense que c'est que pour les garçons, que pour les urbains, qu'on trouve de boulot qu'à Lille ou à San Francisco ou à Paris. Ben non, dans les boîtes numériques dans les boîtes non numériques de vos territoires, dans l'entreprise du BTP du coin de la rue, il y a peut-être un job pour vous en tant que personne qui incarne le numérique dans cette entreprise. Voilà, donc j'ai mis quelques autres stéréotypes. Et j'insiste effectivement sur l'évolution rapide que l'on voit sur effectivement où sont ces emplois et quels sont mes emplois. Notamment, on voit arriver des métiers comme référent digital des TPE, des PME, c'est nouveau. Ça n'existait pas ou pas vraiment. Et c'est cette démocratisation du digital qui effectivement amène à ça. Alors, je crois que j'ai mis une diapositive que pas mal connaissent déjà, puisque je l'ai présentée souvent dans les interventions en SPEL, dans les territoires, juste pour insister sur un point. Il n'y a pas de réponse unique à une problématique complexe. On ne peut pas dire il faut former uniquement des bac+5 ingénieurs, informaticiens,
pour répondre aux besoins. Non, il y a des besoins. Là, j'ai mis en bleu les entreprises du secteur, en vert les entreprises qui ne sont pas du secteur. Et globalement, ce qu'on voit, alors ce ne sera peut-être pas visible à l'écran, mais le message essentiel, c'est que certes, quand vous êtes dans une ESN, vous placez votre collaborateur dans une entreprise. Il doit être autonome. Difficile donc de placer des apprentis. Difficile aussi de placer des jeunes qui n'ont pas le niveau attendu par le client. Donc, le niveau d'exigence des ESN, il est élevé et c'est normal. Et puis, quand on arrive de plus en plus, on s'éloigne du cœur du numérique, eh bien, on voit que l'ouverture est de plus en plus forte. Je cite par exemple à un moment donné toutes ces formations à bac plus 2-3 issues de la formation continue, ce qu'on appelle la grande école du numérique, le programme régional de formation, qui forment des gens très bien et qui le font tout à fait, c'est tout à fait adapté à toute une série de métiers, d'entreprises, et qui sont ouverts à la diversité territoriale, à la diversité des niveaux de qualification. Quelqu'un de 50 ans qui a fait du marketing pendant 20 ans, peut se former aisément au web marketing et tout son corpus de connaissances, il l'utilise, mais cette fois-ci dans la dynamique digitale, et donc il rebondit professionnellement. Donc voilà, c'est cette diversité, je pense qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas opposer le monde des entreprises digitales ou pas digitales, les petites entreprises, les grandes entreprises. Il y a un panel, il y a un continuum. Charge à nous, acteurs publics, Aude l'a tout à fait bien dit, de s'adapter aux besoins des entreprises dans leur diversité pour trouver des réponses emploi-formation adaptées à cette diversité. C'est moins simple, oui, mais la réalité est ainsi. Juste pour illustrer les métiers, pour qu'on puisse un peu fixer les idées pour les plus néophytes, les métiers, j'en ai mis quelques-uns, développeurs, codeurs, un tiers des recrutements, c'est sur ce métier-là, on va se le dire. C'est le nouvel ouvrier spécialisé du digital. Sans eux, on ne peut rien faire. Ils sont la cheville ouvrière nécessaire. Et un codeur, un développeur un peu formé, pas forcément avec expérience, dès qu'il lève la main, je suis dispo, il trouve. Il trouve parce que c'est en tension. L'autre jour, je voyais un codeur qui a dit « J'ai mis juste mon profil LinkedIn à jour. 15 jours plus tard, j'ai changé de boîte. » On lui a fait une offre. Les jeunes sortent de formation. J'ai certains responsables universitaires qui me disent « Mais moi, je suis obligé de leur demander de passer quand même leur diplôme. Ils sont embauchés depuis 6 mois. Promesse d'embauche, je leur dis passe quand même ton examen s'il te plaît. Voilà, on en est là pour certains métiers. Alors après, il y en a d'autres, community manager dont parfois on entend parler, data analyst, c'est plus pointu, ça se spécialise parce que sur l'intelligence artificielle ou la data, il va y avoir besoin de techniciens qui viennent compléter l'ingénieur qui conçoit le système. Il y a les fameux techniciens support réseau, il y a tous ces gens que vous avez au quotidien à vos côtés, à qui vous dites « Ah, j'arrive pas à rentrer le logiciel, explique-moi ». Et puis vous avez ce collègue qui vient « Attends, je t'explique, fais CTRL-ALT, machin, ah oui ». Il vient vous sauver la vie. Voilà, on a besoin de ces gens-là qui vont dans nos structures ou en prestations accompagner. Dit référent digital, c'est un peu l'homme à tout faire de la PME du BTP qui d'un coup d'un seul paye la facture France Télécom, il s'occupe du réseau social du patron, de répondre aux demandes des clients, voilà, il débourre l'imprimante. Voilà. Ce sont aussi des métiers très ouverts à la diversité de formations qui sont à avoir en tête. Voilà, j'ai donné quelques métiers, c'est pour illustrer. La voie de formation, là encore le mot est diversité. Comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente, il n'y a pas de réponse unique. Alors on a des très bonnes formations, on a un très bon tissu de formation dans notre région. En formation initiale, on a un bac, vous avez vu, maintenant il y a une option, une spécialité en première puis en terminale qui s'appelle numérique et sciences informatiques. Bon voilà, pour l'instant ça doit encore faire son chemin, c'est une option, une spécialité nouvelle. L'an dernier en première, il y a eu entre 6 et 8% des jeunes qui ont choisi cette option. On est tombé un petit peu puisque sur ces 3 spécialités là, il n'y en a que 2 qui sont gardées en terminale, c'est un peu baissé, mais ce sont des jeunes qui vont arriver sur le marché de l'enseignement supérieur avec 2 ans en lycée de spécialité sur ces sujets-là. C'est nouveau, voilà, ça se rajoute. On a des BTS, les très connus, SN, SEO, sur le e-commerce. Voilà. Il y a une offre. Formation continue, je vais m'y attarder un peu plus parce que la région est en compétence, notamment avec le programme régional de formation, le PRF, qui antérieurement était un peu léger sur ce sujet, mais les choses ont évolué et globalement, notamment à l'investissement qu'a fait la région de se mettre dans la grande école du numérique, dans la dynamique nationale de grande école numérique, avec un dispositif relais local qui s'appelle École régionale du numérique, dont il y a eu une vague 1 et une vague 2 va être normalement votée à la prochaine commission permanente. Nous, on a appris et on a multiplié globalement par 5 le nombre de métiers
et le nombre de territoires auxquels on pourra former concernant les métiers du numérique dans le PRF. Donc, on a fait une offre qui aujourd'hui va être beaucoup plus large. Alors, pour l'instant, on ne peut pas communiquer. Il y a un appel d'offres qui est en cours. Mais d'ici quelques mois, quand l'appel d'offres sera publié, nous pourrons mettre à disposition notamment des SPEL, notamment des intercommunalités, des acteurs locaux, des CCI, des CMA, tous les acteurs relais et tous ceux qui le souhaitent, le panorama des bons de commande qui peuvent être déclenchés pour lancer des formations et sur quel métier dans chacun des 26 arrondissements de notre territoire. Voilà, ça va être une offre assez riche. L'alternance, on en a déjà parlé. Voilà, alternance, contrat, apprentissage, contrat de pro. Voilà, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Un point, peut-être, sur lequel j'aime bien m'attarder, c'est ces aspects stages et travaux pratiques. J'en ai dit un mot tout à l'heure, je veux en redire un mot. Il y a aujourd'hui la possibilité pour les structures de formation de proposer à leurs apprenants de faire des travaux pratiques qui ne soient pas académiques, qui ne soient pas préparés les mêmes des cas réels, mais préparés d'année en année par l'enseignant, mais qui puissent être de mettre en relation quelques apprenants avec un chef d'entreprise qui a une problématique. Alors, pas forcément pour faire son site web tout de suite, parce que ce sont que des apprenants, mais face à un chef d'entreprise qui se pose des questions, qui hésite, eh bien, au travers de quelques heures de travaux pratiques, peut-être que ces apprenants peuvent démontrer que ce serait pertinent pour lui, que ce n'est pas forcément si compliqué que ça, voire même on peut imaginer que certains de ces apprenants, à l'issue de leur stage, fait de cette entreprise, ils soient embauchés. Donc il y a des hybridations, des perméabilités qui semblent souhaitables entre les opérateurs de formation qui peuvent aller au-devant des chefs d'entreprise pour leur proposer la mise à disposition dans des cas et leur donner des cas réels à des apprenants. Donc voilà, c'est du un peu gagnant-gagnant, ça nécessite une ingénierie, mais là ici on a fait un appel effectivement sur les réseaux sociaux qui commence à marcher. Il y a quelques opérateurs de formation continue qui ont répondu présent, d'autres j'espère dans les jours à venir vont proposer eux aussi de renforcer ces hybridations parce qu'on va avoir une vague énorme d'entreprises à accompagner, notamment sur deux compétences, deux sujets. Il faudra aider les chefs d'entreprise dans les plateformes qu'on va leur proposer, avec les aides qu'on va leur proposer. Il faudra qu'ils montent à bord de mini-sites web ou de marketplace. C'est pas si facile que ça, donc peut-être que en renfort des agences CCI, CMA, ces apprenants peuvent venir donner un coup de main et aider, prendre la main à l'entreprise, à l'artisan, pour cliquer, pour faire la première fois, pour mettre ses premiers produits en ligne, référencer ses premiers produits en ligne. Après, il aura appris. Donc ça, c'est un appel que je lance aussi. Et puis, il y aura aussi des choses assez basiques, comme une fois que j'ai mon mini-site, il faut le faire connaître et mobiliser les réseaux sociaux. Là encore, des apprenants de formation de type BTS e-commerce ou grande école du numérique pourraient tout à fait donner un coup de main là-dessus. Et c'est toute une progressivité et une perméabilité de plus en plus forte en territorialité qu'il faut, je pense, sur lequel il faut, je pense, insister. L'enquête, tu en as dit l'essentiel, Aude, elle est très claire, elle va se dérouler. Il ne faut jamais oublier qu'effectivement, on a rédigé un référentiel des métiers du numérique. Alors, on avait pris plein de référentiels à droite et gauche et on s'est rendu compte que les principaux, globalement, tombaient d'accord sur les mêmes 30-40 métiers. C'est un espéranto qui n'a la langue de personne, mais qui permet à les opérateurs de formation et les entreprises de se comprendre. Juste une anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un chef d'entreprise en face de moi qui disait « Tu sais, moi, mon besoin, c'est un développeur Java J2E en .NET capable de développer sous script Red Hat incompréhensible. S'il fait une offre d'emploi, Pôle emploi ne peut pas le comprendre. Si c'est dit comme ça, ne peut pas adapter le besoin. Et encore moins, imaginons, Madame la rectrice, les lycées, comment voulez-vous qu'ils comprennent ça? Et donc, il fallait une langue commune. On a établi une langue commune pour que les entreprises, les opérateurs de formation et nous, institutionnels, on puisse savoir de quoi on parle. On l'a testé, ce référentiel des métiers, avec l'AD2N. Alain est là et je l'en remercie. Je pense que ça va être réédité et effectivement l'enquête évoquée par Aude sera faite en début 21 avec déjà des territoires qui me disent moi comment je peux faire pour le territorialiser. Pour l'instant, on n'a pas de dispositif pour aider à cette territorialisation. En revanche, je suis vigilant sur un point, c'est que si possible, les méthodes puissent être les mêmes, les indicateurs les mêmes, de manière à ce que les enquêtes territorialisées puissent être interopérables avec l'enquête régionale. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Déjà aujourd'hui, le service expert des enquêtes de la CCI a donné quelques clés de lecture au territoire de Saint-Omer pour pouvoir se poser les mêmes questions qu'à l'échelle régionale, à une échelle territoriale. J'en profite pour répondre à Stéphane Batman qui nous a posé la question de l'Urban du Dunkerque. Oui, jeté dans le paysage, Stéphane. Oui, on va y travailler ensemble. Voilà, les urgences font que pour l'instant, c'est surtout la question de la transition digitale de nos TPE qui nous occupe. Mais dans les semaines à venir, il faut effectivement que l'ensemble des intercommunalités qui souhaitent faire ce type d'enquête ou des territoires qui souhaitent faire ce type d'enquête
prennent contact avec nous pour qu'on puisse effectivement, comme avec Saint-Omer, articuler les choses et converger vers des méthodes les plus interopérables possibles. Voilà, j'en ai fini, je crois, pour mon diaporama. Je te remercie, Alexandre. Je vais devoir un peu bousculer les choses parce qu'il reste que 10 minutes pour que Alain puisse nous présenter la richesse de l'offre des prestataires. Alain, je te laisse la parole. D'accord. Merci. C'est ma première page. Mais bonjour à tous. Donc, Alain Trenel, voilà. Je représente, alors, donc je suis dirigeant d'entreprise, une société qui s'appelle KPFSI, qui est une entreprise en fait du numérique, une ESN, entreprise de services du numérique, ex-SS2I. Mais j'ai également la casquette, en fait, ça n'a pas l'air d'avancer au niveau du PowerPoint. J'ai également la casquette dirigeant en fait de l'AD2N, donc on en a parlé pas mal. Donc c'est l'association pour le développement du numérique qui fédère ici en région une quarantaine d'entreprises pour environ 6000 collaborateurs. Donc c'est quand même significatif. J'ai un petit problème de déroulé du PowerPoint. Le back-office peut m'aider sur le sujet. C'est sur ma première page. Ouais, sachez que, en fait, ce premier webinaire est un webinaire qui a vocation à se reproduire. En fait, ce que nous avons prévu, c'est des webinaires bimensuels. Donc, je reprends. Voilà, un petit problème technique. Donc, comme je vous disais, donc j'ai une double casquette. Donc, moi, je suis expérimenté sur le sujet. Je représente l'offre. Et l'offre, le message que je vais vous passer, en fait, c'est que l'offre, elle est présente sur l'ensemble du territoire régional. Elle est nombreuse et complète. Voilà. Et je m'appuie sur ça, donc sur à la fois mon retour d'expérience personnelle, mais également le retour d'expérience de l'ensemble des membres. Donc, on présente quand même, vous allez voir dans les chiffres, à peu près 6000 emplois sur un vivier régional qui, alors les chiffres, on peut toujours les discuter. Je n'ai pas de chiffres récents, mais c'est à peu près 30 000 personnes sur l'ensemble des Hauts-de-France. On est une région qui est fortement numérisée. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a à peu près la moitié de l'offre qui se trouve directement dans des entreprises du numérique, l'autre moitié étant au sein des entreprises clientes, majoritairement des grands comptes. Donc on a la chance aussi d'être une région avec de gros axes métiers comme le retail et autres, qui font qu'on a des grands noms. Je vous citerai Decathlon ou Leroy Merlin ou Auchan qui mobilisent un grand nombre aussi de métiers du numérique. Voilà, ça induit aussi un effet un peu pervers par rapport à la région, c'est une hyperconcentration, même si ça se diversifie. Hein. Vous voyez dans le chat qu'on a des amis de Dunkerque, je travaille beaucoup sur la région de Dunkerque parce qu'on a de l'industrie là-bas, mais la majorité principale de la concentration des métiers se trouve en région lilloise à ce jour. Et on a aussi, au-delà de l'aspect service en tant que tel, on a la chance d'avoir aussi un gros incubateur, dont je pense avoir entendu parler, c'est Aura Technologies, entre autres, mais avec des déclinaisons plus spécialisées sur des métiers comme la pleine image à Roubaix ou la serre numérique à Valenciennes. On a vraiment une offre régionale qui est importante en nombre et aussi qui est complète. Donc, comme le disait Alexandre, donc les premiers métiers, je vous ai listé l'ensemble des métiers qui sont couverts. Donc on a parlé beaucoup de e-commerce, de click and collect, etc. Mais ça représente une petite partie, hein, comme le disait aussi CEO des métiers. On a d'abord en priorité donc le développement de solutions sur mesure, donc plutôt à destination des grands comptes. On a aussi des problématiques techniques, plus de l'infrastructure, du réseau, c'est nécessaire. Pour les structures de taille petite, TPE, PME, donc là, on n'est pas en train de réfléchir à se mettre en place sa propre solution, mais à implémenter une solution, un produit, ce qui revient moins cher, ce qui permet d'aller plus vite, ce qui répond, dans la majorité des cas, aux besoins standards. Puis après, il y a des métiers un peu plus de pointe qui, eux, vont s'adresser à des grands comptes qui ne sont pas forcément très, très connus et assez complexes d'abord, donc sur tout ce qui est analyse de la donnée, l'analyse de tout ce qui est marketing, grand volume, analyse des tickets de caisse, des choses comme ça. L'intelligence artificielle, qui est souvent un outil au sein des autres solutions,
Et puis après, on parlait de bourrage d'imprimantes, effectivement, partout, il vous faut aussi des métiers comme de l'infrastructure bas niveau, ce qu'on appelle la gestion de parc, ce qui va gérer votre bobologie quotidienne, votre PC, vos imprimantes, vos serveurs. Voilà, donc tous ces métiers sont présents sous différentes enseignes ici en région. Au-delà des secteurs, on a différents types de prestations sur ces métiers. Donc bien évidemment, démarrer par des prestations qui peuvent être de type conseil et audit, c'est important d'être accompagné. On a vu sur la cartographie que vous avez un certain nombre de représentants locaux en région. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, c'est important, c'est aussi d'accompagner ce changement. Donc, on estime en général qu'à peu près 15% de la charge à consacrer à un investissement, c'est vraiment de la conduite du changement. Et étant plutôt issu de la technique, j'insiste sur cet aspect accompagnement, nouveaux usages. Vous avez également donc, des métiers qui concernent l'intégration de solutions. Donc, on parle beaucoup de SaaS, c'est un acronyme qui signifie qu'en fait, quelque part, votre application, c'est un petit peu comme aujourd'hui vos impôts. Vous ne posez pas la question de savoir comment ça tourne, vous y accédez avec un mot de passe et derrière, vous avez la solution. Donc, ça, c'est aussi une tendance plutôt à destination aussi des TPE et PME. Le sur-mesure, on en a parlé. Et après, tous les métiers qui concernent en fait le support, que ça soit applicatif. Donc, parce que évidemment, on parle souvent de projet, mais l'objectif en fait pour une entreprise, c'est de fonctionner. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément d'innover en permanence, mais d'avoir un système digitalisé qui soit maintenu, opérationnel, parce que ça devient un outil qui est stratégique pour la vie de l'entreprise. Que ça soit donc sur les métiers plutôt back-office, qui sont les métiers plutôt infrastructure. Forcément, il faut du réseau, il faut du courant, des serveurs, des systèmes qui fonctionnent bien, voire de l'hébergement. Encore un succès régional cité quand même OVH, le premier hébergeur européen. Et dernier point aussi dans nos métiers, on a parlé de la formation. Donc, les ESN assurent sont souvent agréés pour assurer des formations. Et un métier qui est aussi émergent, qui est important, c'est le métier du test. C'est-à-dire que de plus en plus aussi, avec l'agilité, la notion de test est importante et intégrée dès la création. Alors, je vous ai donné quelques tarifs qui ne sont pas nos tarifs, qui sont des tarifs recensés au niveau régional. Ça vous permet d'avoir quelques notions de prix sur certains types de prestations, sachant que là, on est plutôt dans des solutions à façon. Donc, les solutions à façon se payent à la journée, avec des tarifs journaliers, ou alors vous avez des prix un peu standards. Donc, effectivement, pour un site Internet, j'ai 2 000 euros. Un site marchand, en deçà d'un certain seuil, il faut savoir qu'on n'y va pas. Ou alors, on s'abonne à des plateformes de e-commerce, à des réseaux, à des choses comme ça, qui vous permettent d'avoir des coûts moindres vraiment pour des TPE, pour une boulangerie. C'est possible, on peut avoir des solutions qui démarrent à 500 euros par mois. Donc, il y a toutes les gammes de prix de prestations. Et je vois que le temps tourne et qu'il reste peu de temps, il faut savoir aussi que cette offre qui est très importante et couvre tous ces territoires, est portée par des associations. Donc la D2N, effectivement, représente la métropole lilloise, mais il n'y a pas que nous. Il y a le club tactique sur Arras et le Grand Artois, Oise Numérique, la Serre Numérique sur Valenciennes. Donc, si demain vous avez besoin, au-delà de mes coordonnées, si vous avez besoin d'avoir des infos sur la prestation, je vous invite vraiment à vous rapprocher de ces réseaux pour avoir toutes les réponses à vos questions. Je repasse la main à notre organisatrice. Je te remercie, Alain, pour cette présentation. Je pense que nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de répondre à toutes les questions. On verra comment on vous répond à l'issue de ce webinaire. Alexandre, je te laisse conclure sur ta partie. Il faut juste que tu rallumes encore ton micro. Merci, Alexandre. J'ai pas eu de bug ce coup-ci. Voilà. Oui, effectivement, dommage pour toutes les questions, mais voilà, moi je m'appelle Alexandre Desrousseaux, alexandre.desrousseaux, DESROU2SEAUX, @hautefrance.fr.
n'hésitez pas à me les poser en direct, je vous répondrai. Alors en conclusion, moi je dirais merci Fatima, merci de nous avoir invités à participer à ce séminaire, à ce webinaire. On est en mode urgence, c'est important, mais ce n'est pas fini. Je pense qu'il faut bien avoir en tête effectivement qu'on va s'inscrire comme on l'était avant dans la durée. On va se revoir, tu en diras je pense quelques mots, et il faut surtout suivre les actualités. Donc dans les jours à venir, nous allons continuer nos annonces et décliner opérationnellement nos annonces. Je le redis, jeudi, il y aura probablement quelque chose destiné aux intercommunalités. Les réseaux CCI, CMA sont sur le pont H24 pour effectivement diffuser de l'information. Voilà, donc restez vigilants et suivez effectivement l'actualité. Ça va bouger beaucoup et c'est tant mieux. Et non seulement en mode urgence, mais nous, on sera vigilants à inscrire tout cela dans une continuité partenariale. Voilà, merci et à bientôt. Merci. Quelques mots pour conclure. Donc, merci Anne-Laure, merci Aude, merci à Alain et à Alexandre d'avoir brillamment participé à ce webinaire que vous avez été nombreux à suivre. A priori, il y avait 128 personnes connectées. Donc, le mot de la fin, 131 personnes connectées, on me précise. L'objectif, et je le rappelle, pour le ministre Alain Griset, c'est qu'1 million d'entreprises d'ici à fin 2021 passent le pas de la transformation numérique. Donc, cela ne peut se faire que l'enjeu aujourd'hui est d'accélérer la transformation numérique des entreprises grâce à la phase 2 de France Num, en complémentarité avec le travail du Conseil régional. Mais c'est aussi le moment de travailler de manière sectorielle avec les fédérations professionnelles, mais aussi l'ordre des experts comptables pour mieux comprendre les attentes des chefs d'entreprise. Donc, il n'est jamais trop tard. Ce webinaire est le début d'une série de webinaires qui auront lieu de manière bimensuelle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.